Bonsoir à nouveau les amis, merci d'être là. On a pris ce rendez-vous il y a 2 jours. J'avais pris la précaution de ne pas annoncer le sommaire parce que vous voyez, même si nous jouissons de certaines protections, on n'est jamais trop prudent. Donc on n'annonce pas toutes les nouvelles d'avance, par anticipation, parce qu'elles pourraient finalement ne jamais éclore. Et j'ai toujours fait mien cette sagesse de mon grand-père qui disait que la graine, quand elle est dans le sol, personne ne sait ce qui se passe, on voit juste la plante germer. Voilà, donc certaines grandes choses, il vaut mieux souvent les taire et puis qu'on les voit juste apparaître. Donc aujourd'hui, nous allons faire une autre communication. Il y a beaucoup de sujets qui vont être évoqués. Pour ceux qui nous rejoignent, je reconnais que je ne suis pas un personnage très populaire dans les réseaux sociaux. Cette discrétion, je l'ai entretenue volontiers pendant près de plus d'une dizaine d'années, parce que je suis sur Facebook depuis 2011 ou 10. J'avais pas fait de direct, je faisais pas de direct vidéo, c'est pas trop ma came en fait. Je suis un homme public, mais discret. Voilà, si vous voulez, quand j'ai commencé ce métier, il y a 30 ans, en 2025, ça fera 30 ans que je fais ce métier de communication, de consultant en intelligence stratégique. À la base, j'étais dans l'idée qu'on peut être populaire sans être vulgaire. Donc j'ai travaillé le côté discrétion qui fait que voilà, c'est pas trop mon truc, c'était pas jusque-là trop mon truc de m'exposer et tout, jusqu'à ce qu'on fasse mon coming out. J'ai pas fait mon outing, on a fait mon coming out. Donc il y a des gens qui ont eu la mauvaise idée dans notre pays de s'attaquer de manière complètement injuste à ma personne, m'exposant sur la place publique. Et donc depuis, parti d'un réflexe de défense dans un premier temps, je suis quand même rendu compte de la gravité des choses de notre pays aujourd'hui, parce que il faut le dire, nous on est des hommes publics, si on peut subir certaines choses, vous pouvez imaginer le gros de la population qui n'a pas de nom, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de relation. Ça peut être très 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 violent et dur pour des gens comme ça, qui n'ont personne. Et donc à partir de ce moment, j'ai considéré que c'était une mission de salubrité publique, dénoncer ce qui se passe, et pas que se contenter de dénoncer, parce que les dénonciations, les gens le font depuis Mathusalem, en tout cas dans notre pays, mais aussi mettre en place des stratégies pour arrêter ce système qui a perdu beaucoup de temps au Cameroun. On est à bientôt 50 ans d'immobilisme. Il a suffi qu'Aïdio parte, qui nous laisse un gros héritage et dont on n'a su rien faire. On a dilapidé le peu de sous qu'il avait pris le temps de stocker pour les générations futures, Et puis on a dilapidé ces sous, on n'a pas su en fabriquer d'autres sous. Et donc aujourd'hui on est dans la merde totale, plusieurs dévaluations de notre monnaie. Vous me direz que c'est pas des facteurs qui dépendent des politiques internes, mais quand même, si on avait continué à créer une croissance endogène, j'entends par là continuer à diversifier notre tissu d'industrie locale, parce qu'à l'époque, chaque terroir était un tout petit peu identifié à une industrie. Quand on disait EDEA, on voyait Celucam, on voyait Alucam, on voyait Socatral. Quand on disait Belabo, on voyait Sofibel. Et donc on avait réussi à créer du dynamisme dans les terroirs en y implantant des industries qui ont fixé les populations. Donc à l'époque, il n'y avait pas de phénomène d'exode rural comme on peut observer aujourd'hui. L'exode rural est venu de quoi? Il est parti d'un fait très simple. Il n'y a plus d'industrie dans les terroirs et donc les gens convergent vers les grandes agglomérations, Yaoundé, Douala, pour essayer de trouver de quoi gagner sa pitance. C'est un échec, c'est un échec qui peut être partagé, parce que moi je suis pas de ceux qui pointent que le doigt d'un seul côté. Je crois qu'il y a un mea culpa, une remise en question collective à faire, même si en premier chef, quand même, la gouvernance du Cameroun ces 40 dernières années a été lamentable, calamiteuse, et on en reparlera tout à l'heure. Alors, on est un certain nombre déjà. Merci, vous m'entendez très bien. Moi aussi, je vous entends bien. Bonsoir, Bélo Sandra, Franck, Tuedoup, Philippe Kwedi, Diana Hert. Merci d'être là. Je voulais vous montrer une image pour commencer aujourd'hui. Peut-être qu'elle parlera à certains d'entre vous. Alors, c'est l'image de ce monsieur,
Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse cette semaine, en tout cas cette fin de semaine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Eh ben, c'est l'image d'un procureur qui s'appelle Jean Simplice, Eboko. Il était procureur de la ville de Douala, au tribunal de première instance de Bonandior, dans le cœur de ville de Douala. Et donc, il a été débarqué pour une histoire de corruption de 100 millions qu'il demandait à un usager, qui voulait simplement que justice lui soit faite. Et donc, il a été pris en flag et viré. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Je vous parle de lui parce que vous verrez que sur plusieurs sujets que nous avons évoqués depuis bientôt 3 mois que j'ai commencé à faire cette communication, si vous suivez très bien l'actualité, vous verrez qu'il y a toujours un lien connexe entre les sujets que j'évoque et l'évolution de l'actualité plus tard. Donc, ce monsieur, je vous en avais parlé, Jean Simplice Eboko, procureur du tribunal pénal de première instance de Douala. Je vous avais parlé, c'était lui le complice de Sim qui avait bloqué la plainte que j'ai portée contre Sim. Il a décidé de manière arbitraire de ne pas donner suite en jouant du dilatoire, en bloquant et encaissant de l'argent de Sim. D'ailleurs, Sim dit que c'est son frère de loge, qu'ils sont dans la même loge. Vous devez comprendre, c'est comme ça que ça fonctionne le Cameroun aujourd'hui. Si vous n'êtes pas affilié à certains mouvements de pensée, à certaines sociétés de pensée, eh bien vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas le droit d'être ministre, vous n'avez pas le droit d'être directeur général, vous n'avez le droit d'être rien du tout, Comme si ce sont ces loges-là qui ont fabriqué le Cameroun. On oublie qu'on a quand même une histoire qui est plus ancienne. Nous avons le royaume Bamoun chez nous, plus de 700 ans d'existence. C'est le deuxième royaume le plus ancien en Afrique, après le Maroc, le royaume chérifien. Et donc on a ça. Avant, on n'avait pas de savoir-faire ésotérique avec ce que nous avons. On a la grotte de Ngoplituba, qui est d'ailleurs une grotte qui est commune à tous les Camerounais. C'est pas que la grotte des Bassa. Beaucoup de peuples du Cameroun sont sortis de cette grotte-là. Donc il y a ce savoir-faire spirituel, cette spiritualité qui est là. Ben non, pour les gens qui nous dirigent, c'est une spiritualité qui ne compte pas du tout. La spiritualité qui est importante et à laquelle il faut être affilié pour avoir le moindre poste de responsabilité. Vous voulez être même chef de bureau? Non, il faut faire allégeance à ces sociétés de pensée. Donc, Émile Parfait-Sim s'en vantait, disait, c'est son frère de loge, et donc de toute façon, vous ne pouvez rien leur faire, c'est eux qui décident. Donc ce type-là, je vous remonte l'image, est celui qui a bloqué, attendez, que vous voyez très bien, il est celui qui a bloqué donc la procédure de plainte que j'ai portée pour escroquerie. Donc voilà comment ça se passe dans notre pays. Bon, heureusement qu'il y a ce que j'appelle la justice karmique, qui est une justice karmique qui fait que tôt ou tard, les uns et les autres finissent par rendre gorge. Bon, je voulais pas qu'on passe dessus comme ça, sans en parler, pour que vous compreniez. Quand je vous dis qu'il fera beau bientôt au Cameroun, ce ne sont pas de simples mots de l'esprit. Vous verrez de vos propres yeux ce qui va se passer. Vous verrez très très bientôt ce qui va se passer dans notre pays. Vous savez, il y a un mouvement aujourd'hui dans ce monde qui est irréversible. Beaucoup de pays y ont succombé. C'est pas le Cameroun qui fera exception. C'est vrai que quand on a des gens qui sont restés au pouvoir pendant une 50aine d'années, l'idée qu'ils ne soient plus au pouvoir, mais c'est une idée qui est complètement absurde pour eux. Ils ne se voient pas perdre le pouvoir, mais comment ça on peut perdre le pouvoir? On a féminisé toute l'administration avec des passages à tabac. Il n'y a plus personne qui est un homme dans ce pays. Donc, voilà qui va se rebeller? C'est qui ces gens-là? Ils vont venir d'où? Sauf qu'il y a un fait divin dans toutes les situations de vie. Le fait divin, c'est lequel? C'est que même quand un système est trop fort, quand arrive l'heure de la fin de ce système, il peut même être instrumentalisé lui-même pour s'autodétruire. Et c'est vers ça qu'on va aller au Cameroun. On va juste leur donner un petit coup de pouce, comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'il est hors de question que nos enfants héritent du pays que je vois là, de cette barbarie, de cette société d'ensauvagement que nous observons. Malheureusement, je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il pleut sur tous les toits. Vous avez entendu certainement parler de la mort d'un procureur, le procureur de Moura, ça c'était toujours cette semaine, Monsieur Elundu Amougou Ferdinand, qui est ancien premier adjoint préfectoral de Nanga Eboko, qu'on a retrouvé mort, donc qui a été, première promotion, elle a été nommée sous-préfet à Moura, c'est dans l'extrême nord du Cameroun.
Et on l'a retrouvé mort dans sa maison cette semaine, on ne sait pas à quoi. Mais j'ai lu quelque part quelqu'un écrire que sa famille parle d'un assassinat. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Après, je ne sais pas quel est le degré de véracité de recherche d'informations qui a été pratiqué, parce que je voudrais quand même qu'on reste des gens très classe. C'est très important. On ne va pas vouloir en finir avec un système injuste en reproduisant nous-mêmes de l'injustice. Donc cette information, je ne l'ai pas vérifiée, je l'ai juste lu sur Internet, que sa famille parle d'un assassinat. Alors, qui était ce jeune frère, là, ce sous-préfet, Elundu Amougou Ferdinand? Je vous ai parlé ici, au début de ma communication, de quelqu'un que je considérais comme un membre honorable de la pieuvre, le colonel Mesmin Elundu, numéro 2 des services secrets camerounais, bombardé récemment à ce poste-là, mais parallèlement, l'un des dirigeants de la gendarmerie nationale, flic ripou, hein, donc au service d'Émile Parfait-Simb, entre autres, et puis de tous les coups tordus de la fameuse pieuvre, donc de Ferdinand Ngongo. C'est eux qui fabriquent des faux mandats, des avis de recherche qu'on lance contre des Camerounais. Et puis ces Camerounais-là, du jour au lendemain, sont arrêtés pour rien. Parfois, ils disparaissent. Ça a été le cas de Martinez Zogo. Ça a été le cas du père Jean-Jacques Olabébé. Ça a failli être mon cas. N'eût été mon entre-gens. C'est le cas de beaucoup d'autres jeunes Camerounais ces temps-ci. Et nous faisons une erreur, souvent. Vous savez, Luther King, c'était pas un saint, mais c'est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses intéressantes. Il disait, par exemple, que une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc, quand j'ai lancé un cri d'alarme ici, j'ai entendu des gens dire, oui, de toute façon, c'est entre eux là-bas, et tout, pourquoi ils viennent nous déranger avec leurs histoires? Moi, je vous disais à l'époque, attention, il pleut sur tous les toits. Ce que j'ai dénoncé n'avait pas vocation à essayer de coaliser des soutiens contre le système. Donc, je peux me défendre tout seul, très bien. Hein, je n'ai pas besoin de coaliser des soutiens pour ça, je sais le faire. J'ai mes relations déjà. Mais en fait, je le disais parce que j'avais constaté que si des gens comme nous, qui sommes quand même exposés, qui avons une certaine solidité, on est attaqué de cette manière, mais imaginez les Camerounais qui n'ont personne. Et à ce titre-là, au titre des Camerounais qui n'ont personne, j'ai pensé qu'il était plus qu'urgent que quelqu'un porte cette cause-là, de commencer à dire réellement ce qui se passe dans notre pays. Parce que même ceux qui sont censés dénoncer les choses dans ce pays sont achetés aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe, le scandale, et des influenceurs et des journalistes qui sont achetés. Hein. On a parlé d'un budget de 270 milliards de francs CFA que M. Ferdinand Ngongo a voté, mis en place pour sa prise par la force du pouvoir. 270 milliards qui servent à quoi? Eh bien, qui servent à acheter. Il a acheté des influenceurs, des journalistes. Ces derniers n'ont plus de volonté propre. Ils écrivent quoi? Ils écrivent ce qu'on leur demande d'écrire et qui sert les intérêts donc de ce plan machiavélique qui est mis en place. Et quand je parle de plan machiavélique, c'est sans mauvais jeu de mots, hein. Puisque c'est des bébés Biya, et Biya lui-même qui est un très grand chantre de Machiavel. Donc voilà, c'est ce plan machiavélique qui est mis en place pour prendre les choses. Donc avec cet argent, ils ont acheté les gens. Ça fait qu'aujourd'hui, en réalité, en termes d'opinion publique camerounaise, ben, si vous ne faites pas attention, vous êtes embobiné à toutes les sauces. Parce que chacun se lève, il fait sa déclaration, vous ne savez pas d'où elle sort. La plupart du temps, c'est les mecs à qui on dicte leur papier. Bon, écris ça sur un tel ou sur telle situation. Comme ça, tu participeras à ton niveau à entretenir la confusion. Donc, en fait, les Camerounais ne savent pas très bien où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On en est où, là, dans la situation? On ne sait pas où est la vérité, où est le faux et tout. Donc, aujourd'hui, c'est plus que utile qu'il y ait un nouvel axe qui naisse. Un axe qui va essayer de corriger en faisant du fact-checking, de corriger et de donner de la bonne information. Vous savez, je lisais hier, je suis un grand lecteur, hein, c'est mon petit péché, je lisais un journaliste, je ne sais pas s'il faut appeler ça journaliste, bon bref, un lanceur d'alerte, un Camerounais qui disait oui, Ferdinand Ngongo va être appelé au tribunal militaire pour qu'il témoigne. La première personne qui a cité Ferdinand Ngongo, c'est le père Jean-Jacques Olabébé. Et j'ai souri, c'est-à-dire, vous voyez jusqu'à quel niveau on va. Moi, j'ai pas de souvenir
qu'avant de le pointer du doigt, qu'il y a quelqu'un qui avait déjà mêlé M. Ngongo à ce problème de Martinez Zogo. Le père Jean-Jacques Olabébé, dont j'ai sorti la vidéo, n'a jamais évoqué Ferdinand Ngongo. Il a dit que ça ne pouvait pas être Amourou Belinga, ni Eko, et que ce serait malheureux que ces derniers soient condamnés pour un meurtre qu'ils n'ont pas fait. Mais à aucun moment il n'a prononcé le nom. Je pense que, et ce n'est pas un fait d'armes particulier, mais la vérité, il faut la restituer. La première personne qui en a parlé, qui a parlé de Ferdinand Ngongo, ici, comme étant l'un des auteurs de ce crime de Martinez Zogo, eh bien, c'était bien moi, ici, toujours, dans les fameuses communications que j'essaie de faire. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a quand même une cohérence dans ce qui est fait depuis 3 mois bientôt. Vous verrez que je vous donnerai des informations, elles seront contestées par certains, de bonne ou de mauvaise foi, mais par la suite, vous verrez que, quand vous suivez bien l'actualité, vous verrez qu'il y a une suite logique de ces informations. Quand je vous ai parlé des fameuses relations très intimes entre Martinez Zogo et Madame Céline Ngongo, donc l'épouse de Ferdinand Ngongo, c'était, je crois, la semaine dernière, c'était longtemps avant que Jeune Afrique et d'autres personnes en fassent l'écho aujourd'hui. Donc, nous, on n'est pas sur le terrain de la petite diffamation ou bien du petit règlement de compte. C'est pas du tout le Cameroun tel que moi je l'envisage. Le Cameroun que j'envisage, c'est un Cameroun où si je suis coupable, je saurais dire je suis coupable. Parce que la meilleure façon d'être crédible, c'est d'être exemplaire. Voilà. L'exemplarité bienveillante, c'est très important. Donc, je vous parlais de ça pour dire quoi? Pour pas revenir à ce frère donc qu'on a retrouvé mort aujourd'hui. Sa famille parle d'un assassinat. J'ai entendu dire, je l'ai lu aussi quelque part, que ce dernier qui était en poste à Nanga Eboke, donc ce sous-préfet décédé là, Kalao, c'était son petit nom affectueux dont lui affiblaient les gens qui l'ont connu, a été premier adjoint préfectoral à Nanga Eboko et que dans le cadre de ses fonctions à Nanga Eboko, il a eu accès à un certain type d'informations en rapport avec l'assassinat de Martinez Zogo et qui s'en serait ouvert à des gens, hein, notamment sur le rôle de Martin Savom, avec les crémituels dont on a parlé de lui, qui sont un secret pour personne, toute la République le connaît. On en a fait un secret de Polichinelle, parce que je vous ai dit qu'il ne travaille pas pour lui. Tout comme Ferdinand Ngongo, il travaille pour des gens. Et donc, vous voyez, c'est comme le soleil. Plus vous vous rapprochez, plus ça brûle. Donc, ces gens-là, dans un souci de les mettre dans l'ombre, on les a laissés opérer pendant longtemps, pour que les vrais responsables ne soient pas tutoyés, ne soient pas indexés de la main. Donc, apparemment, je vous dis, apprendre avec des pincettes, c'est ce que j'ai lu dans une certaine presse, la famille de ce sous-préfet, qui est le petit frère direct de Elundu Mesmin, le colonel Véreux, qui est numéro 2 des services secrets français, aurait été tué. Et il aurait été tué parce qu'il aurait révélé des informations en rapport avec Martin Savom, qui est en réalité l'homme de main de Ferdinand Ngongo dans l'histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous suivez jusque-là ou pas? Vous suivez? Ok, donc il est l'homme de main de Ferdinand Ngongo et l'une des personnes qui aurait révélé son rôle, en tout cas qui en aurait parlé, c'est ce sous-préfet, donc nommé récemment à Mora, mais qui auparavant était premier adjoint électoral, premier adjoint préfectoral à Nanga Eboko, la ville ou le département natif de Martin Savom. Apparemment, c'est donc une expédition punitive qui a fait quoi? Qui a fait qu'on règle son sort. Il pleut sur tous les toits. Vous pensez qu'aujourd'hui, Mesmin Elundu, à qui, au passage, je souhaite mes condoléances les plus attristées. Nous restons des Bantous, nous avons des différends, mais ça ne fait pas que je ne sois pas sensible à la peine, que je n'ai pas de compassion pour la peine qui doit être la sienne, d'avoir perdu un de ses frères, même si il est aussi pointé du doigt par certains comme étant quelqu'un qui était au courant que son frère allait être tué. Mais comme l'allégeance à la pieuvre, l'allégeance à la pieuvre est plus importante que tout. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est comme s'ils boivent la même coupe de sang, hein, c'est-à-dire, bon, on est plus important que les familles, on est plus important que tous les oiseaux que vous connaissez depuis toujours, donc quand c'est pour l'intérêt de la pieuvre, eh bien, peu importe qui est devant, vous le sacrifiez sans état d'âme. Mais je pense que, même s'il avait été mêlé à ça, même s'il est mêlé à ça, aujourd'hui, on ne doit pas être très fier de lui. On n'est pas fier de perdre un petit frère, surtout un petit frère qui était promu
a une carrière a une carrière prometteuse. Donc il doit subir aujourd'hui le martyre d'un système que eux ils ont inventé, qu'ils entretiennent. Parce que vous voyez, c'est son petit frère aujourd'hui qui est couché. Mais vous pensez au nombre de Camerounais qui disparaissent tous les jours. Quand je vous en parlais, vous pensiez qu'on est dans le fantasme. Je ne fantasme pas du tout. Parce que dans cette même semaine, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, pour sortir du sujet de notre frère sous-préfet, donc qui a été retrouvé décédé, pour sortir donc toutes mes condoléances à la famille, à M. Ilundu Mesma, hein, ce criminel qui est numéro 2 de la DGAE, les services secrets camerounais. Pour sortir de ça, il y a un autre scandale qui a émaillé l'actualité camerounaise cette semaine. C'est celui des gens de la diaspora, 2 gens de la diaspora qui ont été pris en otage par des gendarmes, toujours, sans la ville de Douala. Pris en otage, on les a malmenés, passeport récupéré, ils n'ont rien fait. Et à la fin, on leur demande quoi? On leur dit, ben non, ils sont en quelque sorte des otages. Il faut qu'ils payent 3 millions de francs CFA à un colonel de gendarmerie, et après avoir payé, pour qu'on les libère. Donc c'est quand ils ont payé les 3 millions qu'ils ont été libérés. Mais sauf que même quand il a fallu qu'on les libère, les geôliers immédiats, ça veut dire les petites mains, là, les sous-fifres qui s'occupaient d'eux, au niveau de la gendarmerie, ils ont dit, mais non, vous avez payé les grands en haut, nous on n'a rien, mais non, on va pas exécuter cet ordre-là, donc vous voyez avec nous. Et ils ont aussi encaissé 100 000 francs CFA, chacun, la gendarmerie nationale du Cameroun. Voilà les choses qui se passent. Donc quand j'en parlais ici, je sais qu'il y a certains membres de la diaspora qui rigolaient sous cap en disant ça ne me regarde pas, c'est le problème entre nous. Mais ces gens-là qui ont été victimes de ce dont je vous parle, c'est pas des gens que je connais. Au moment où je vous en parlais, j'étais à des années-lumière qui seraient victimes de ça. Et donc il y a ce gant qui sévit à Douala. Il y a d'ailleurs un témoignage, est-ce que je vais le retrouver? Il y a un témoignage d'un ancien gendarme Ripou qui dit que qui en parle de manière très très développée. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore, ce monsieur? Voilà, un gendarme déserteur qui a dévoilé qu'il y a ce réseau qui existe, dans le réseau dont je parle. Et du coup, quand il a dévoilé, il a été arrêté. Donc, il dit qu'il est un gendarme-major en désertion à cause de ses camarades et des civils qui organisent exactement ces enlèvements des citoyens dans l'étendue du territoire camerounais. Et il a dénoncé ça, et pour avoir dénoncé ça, on lui a collé un dossier. Il se retrouve au tribunal militaire de Yaoundé pour une faute qu'il n'avait jamais commise. La pieuvre, elle est très forte. Hein. Donc, il dit qu'il a les numéros de téléphone portable et même des photos, et que d'autres de ces membres de ce gant-là, de ce gant de Ripou, sont au service central de la recherche judiciaire au CED. Alors, le service central de la recherche judiciaire au CED, vous savez qui est le directeur de ce service? Je vous le donne en 1000. Eh bien, c'est le même colonel Mesma Ilundu, qui a été en même temps promu numéro 2 des services secrets camerounais. Ça, ce n'est plus moi qui raconte. Je vous ai dit ma part il y a quelques mois. Là, vous avez un autre témoignage de quelqu'un qui était avec eux et qui aujourd'hui est repenti. Donc, vous comprenez très bien qu'on est dans quelque chose de très gravissime. Et j'en profite pour vous qui regardez, hein, que vous sachiez que aujourd'hui, quand vous allez au Cameroun, faites vraiment, soyez très vigilants. Ça ne veut plus rien dire un homme en tenue. Au Cameroun aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire un magistrat qui met une toque. C'est des pourritures, ces gens-là. C'est tous des pourritures. Ça ne veut rien dire. Un type comme ça qui vous interpelle, moi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous avez les moyens de vous défendre et de ne pas obtempérer à son interpellation, faites-le. Parce qu'on n'est plus dans un état de droit. Vous savez c'est quoi un état de droit? Un état de droit, il y a beaucoup de préalables pour qualifier un pays d'être un état de droit. Et on en est loin, là, dans l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Et moi, je vais sortir de notre propos avec des solutions, des propositions. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester comme ça, à subir la loi de certains. Hein. Dès qu'ils ont un peu de dalle, maintenant on va se refaire des poches sur qui? Sur les pauvres gens, on va utiliser notre tenue. Hein. Et puis le mandat que le peuple nous a donné pour lui faire du mal. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est important que vous sachiez ça, vous qui allez au Cameroun, vous qui vivez sur place au Cameroun, c'est important que vous sachiez que aujourd'hui il y a des hordes d'hommes en tenue qui sèment la terreur. Ah oui, qui sèment la terreur dans notre pays
Et ces ordres de non-tenue sont entretenus par la haute hiérarchie. Donc on n'a plus de force de l'ordre. On est dans le chaos total aujourd'hui. Voilà. Alors ça c'était le deuxième sujet, ou plutôt le troisième, qui m'amène à un autre.